Donc, le projet Alphanumérique, c'est un projet national, pan-canadien qui vise à réduire les inégalités en termes de littératie numérique et qui vise à sensibiliser la population générale aux enjeux du numérique. Alphanumérique est subventionné par Innovation, Sciences et Développement économique Canada dans le cadre du programme d'échange en matière de littératie numérique. Le projet est né en fait de l'étroite collaboration entre Technoculture Club et Biblio Presto. Donc, je laisse maintenant Martin se présenter et en fait l'entièreté de la parole à Martin. Bonne collation à tout le monde. Merci beaucoup, Véro. Est-ce que vous voyez mon écran pour la présentation, ça va? Oui, ça a l'air d'aller très bien. Je vous prie de m'excuser pour ma voix un petit peu rauque aujourd'hui. Je suis congestionné comme à peu près la moitié du Québec, visiblement. Mais voilà, mon nom est Martin et je suis chargé de projet pour Chemin de transition, comme Véro l'a mentionné. Chemin de transition, c'est brièvement une initiative qui est portée par l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, on va parler ensemble justement de ces deux transitions qui sont ici à l'écran, que sont la transition numérique et la transition écologique. Mais avant de rentrer un petit peu trop dans le vif du sujet, je vais commencer par vous présenter un petit peu le cadre dans lequel le sujet s'inscrit. Je vais essayer de défiler ça. Magnifique. Donc, le monde dans lequel on vit aujourd'hui subit plusieurs transformations profondes. On parle de changement climatique, de la perte massive de biodiversité, l'augmentation des inégalités, la raréfaction des ressources. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de doute. On sait que d'ici 20 ans, notre société va connaître des changements profonds. Cette phrase que vous voyez ici à l'écran, c'est la base du projet Chemin de transition. C'est un petit peu notre philosophie, en quelque sorte, qui nous guide. Donc, on part du principe que nous avons le pouvoir de choisir notre transition, même si on doit s'adapter à un contexte et des contraintes qui nous dépassent parfois un petit peu. Donc, voilà, on a le pouvoir de choisir notre transition, mais une fois que c'est dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait? Une transition vers quoi? Dans quelle direction? Quel chemin est-ce qu'il il faut emprunter pour s'y rendre? Est-ce qu'on a plus d'informations sur ces types de chemins? Le projet Chemin de transition a été créé en 2019 justement pour pouvoir proposer des réponses à ces questions et ça a été porté par l'Université de Montréal, comme je l'ai mentionné, mais également coporté par l'organisme Espace pour la vie. Qu'est-ce que c'est chemin de transition? Donc, ici, vous avez la définition à l'écran, c'est un projet de mobilisation et de partage de connaissances qui vise à renforcer notre capacité d'imaginer et de créer ensemble un futur plus souhaitable dans un contexte incertain. On a surligné ici les mots-clés à l'écran. Donc, mobilisation, d'une part, parce que au sein du projet, eh bien, on croise les savoirs de multiples disciplines et avec des profils différents, à tout type de savoir. Donc, on a des savoirs, bien sûr, académiques, professionnels, mais également citoyens, beaucoup. Et partage de l'autre côté, parce que notre but avec toute cette démarche, au final, c'est de sortir les résultats de l'université pour faire en sorte qu'ils puissent être accessibles, utiles et appropriables par la société québécoise. Donc, dans le cadre de ce projet, on s'intéresse à trois grands défis qu'on appelle, donc trois grands chantiers. On s'intéresse à la question de la transition numérique qu'on va aborder aujourd'hui, donc comment faire converger transition numérique et transition écologique, mais également deux autres grands défis, le défi de la transition alimentaire et le défi de la transition du territoire. Je ne vais pas passer trop de temps dessus, on va pouvoir commencer. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la transition numérique au sein de chemin de transition et puis aujourd'hui dans la discussion? Eh bien, le premier constat, en fait, le point de départ du défi, c'est de reconnaître ou d'observer relativement facilement que le numérique prend une place centrale dans nos vies aujourd'hui, que ce soit pour travailler, pour communiquer, un petit peu comme aujourd'hui, pour se divertir. On a de plus en plus besoin, ou en tout cas, on utilise de plus en plus les outils numériques pour fonctionner dans la société, pour s'épanouir pleinement. D'une certaine manière, on pourrait dire que les outils numériques sont devenus essentiels dans la société actuelle pour pouvoir s'épanouir pleinement. Et c'est, j'imagine, pour ça aussi que Technoculture Club et Alpha Numérique se penchent sur la question de la littératie numérique. Ça doit faire partie de cette mission. On se rend compte également que les outils numériques sont des outils précieux à mobiliser pour atteindre de grands changements en très peu de temps. On a l'exemple actuel de la crise sanitaire qui a servi un petit peu qui a changé beaucoup de choses en très peu de temps. Ça agit comme un élément perturbateur et force est de constater qu'on s'est beaucoup appuyé sur les outils numériques au final pour réorganiser en très peu de temps les différents secteurs d'activité. Donc, le travail pour les secteurs où c'était possible, c'est bien sûr pas le cas de tous, mais pour continuer d'avoir accès à l'éducation, accéder à la culture, accéder à la santé, on a une véritable accélération au final de la transition numérique qui allait déjà quand même vite avant la pandémie. Donc on décrit parfois la transition numérique comme la force de transformation de la société actuelle.
Et le numérique, c'est une industrie qui est assez particulière parce que, bah, déjà, c'est une industrie, on ne le présente pas toujours comme tel et comme toutes les industries, eh bien, le numérique, ça se repose sur toute une infrastructure mondialisée qui, elle, est pour le coup bien matérielle, hein. On ne le réalise pas toujours parce que le numérique est souvent associé à un vocabulaire qui crée une certaine distance avec, cet aspect matériel. On parle souvent de nuages, de virtualisation, dématérialisation. Mais derrière tout ça, le numérique, c'est pas juste dans les airs, ça fonctionne sur une infrastructure qui, elle, est pour le coup très matérielle. C'est quoi le numérique? Ça peut paraître une question assez évidente, mais c'est parfois difficile à définir. Donc, nous, on définit le numérique en reprenant en fait l'univers numérique qui est habituellement divisé en trois pôles. On a d'un côté les utilisateurs au final qui utilisent l'ensemble des appareils numériques, les téléphones, ordinateurs, tablettes, de plus en plus ces objets connectés. De l'autre côté, on a l'ensemble des centres de données, des centres informatiques qui hébergent les serveurs au final qui vont stocker toutes les informations qu'on échange. Et au milieu de ces deux pôles, il y a un ensemble de réseaux en fait, qui permettent aux utilisateurs de communiquer entre eux et communiquer avec les centres informatiques. Et tout ça, bah, ça représente beaucoup de matière. Donc ici, vous avez quelques chiffres au niveau des utilisateurs, ça c'est à l'échelle mondiale. On avait en 2019 34 milliards d'appareils. Ça a dû sans doute augmenter depuis, mais pour vous donner un ordre de grandeur à peu près. Et on avait à peu près 4 milliards d'utilisateurs, donc environ 8 équipements par utilisateur. Mais encore une fois, c'est une moyenne mondiale. Forcément, il y a beaucoup de disparités. En Amérique du Nord, en Europe, on est certainement à une dizaine, alors que dans d'autres régions du monde, on est à beaucoup moins d'équipements par personne. Ensuite, au niveau des réseaux, eh bien, c'est toutes les boîtes, les modems qu'on a à la maison, l'ensemble des antennes relais qui se trouvent dans les villes, les milliers, millions de kilomètres de câbles souterrains et sous-marins pour relier les océans entre eux. Ça, c'est une grande infrastructure. Et enfin, on a les centres informatiques qui hébergent des millions de serveurs également pour toutes les données qu'on utilise et qu'on crée au quotidien. Donc, on voit ici un paradoxe dans le sens où on a l'impression que plus on dématérialise en surface, au final, plus on a besoin de matière pour garder cette connexion entre les personnes, et ce qui est peut-être un paradoxe contre-intuitif pour les personnes qui s'y intéressent pour la première fois. Cette matérialité, je vous prie de m'excuser, c'est un petit peu flou à l'écran, mais je vais vous le lire. Mais donc, cette matérialité, elle est responsable d'un certain nombre d'impacts environnementaux, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ici, j'ai repris une étude de Green IT qui, en 2019, rapportait que le numérique était responsable d'à peu près 4% de la consommation d'énergie primaire, d'à peu près 4% des gaz à effet de serre, de 0,2% de la consommation d'eau douce et de 5,5% de la consommation d'électricité à l'échelle mondiale. Les rapports, les études changent un petit peu dans leur estimation, ça dépend beaucoup des paramètres qu'on prend, mais en termes d'ordre d'idée, on est là vraisemblablement. Ça peut paraître peu comme ça, quelques points de pourcentage, mais quand on le compare, par exemple, quand on prend la donnée ici pour l'émission des gaz à effet de serre et qu'on le compare au secteur de l'aviation, qui lui est relativement connu pour sa contribution à l'empreinte carbone, on se rend compte que le numérique est aujourd'hui déjà responsable d'à peu près 2 fois les émissions que représente le secteur de l'aviation. Donc ce n'est pas rien. D'où viennent ces impacts au final? Comment est-ce que ces impacts sont répartis par rapport à la division que je vous présentais tout à l'heure? Ben, quand on reprend justement cette répartition entre utilisateurs, réseau et centre informatique, on se rend compte que l'essentiel des impacts viennent des appareils utilisateurs, hein. Donc, dépendamment de l'indicateur qu'on regarde, ça varie entre 44% et 83% pour l'eau ou 75% pour les ressources halieutiques. Donc, on entend souvent parler de la pollution des centres de données, des centres informatiques et de l'importance de supprimer ces courriels régulièrement. C'est un impact qu'il ne faut pas négliger, bien sûr, toute réduction est bonne à prendre, mais ce que j'aimerais communiquer ici avec cette slide à l'écran, c'est qu'il faut surtout retenir que l'essentiel de l'impact vient de nos appareils eux-mêmes. Les appareils numériques, justement, ils ont des impacts au final sur l'environnement à chacune des étapes de leur cycle de vie. Ici, vous avez le cycle de vie représenté d'un appareil numérique. Mais l'essentiel de cet impact va se passer dans les premières étapes au niveau de la fabrication, en fait. Il faut extraire beaucoup de matières premières. On parle pour un téléphone cellulaire, par exemple, d'une cinquantaine de métaux différents, ce qui est un processus qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau à extraire. Et ensuite, c'est un processus qui est très énergivore également pour transformer toutes ces matières premières en composantes électroniques. Puis par la suite, il faut transporter justement tous ces objets à travers la planète via camion ou via des bateaux, il faut les distribuer. Donc, toute cette partie de la production va représenter au final l'essentiel des impacts pour un appareil numérique. Vous avez ici un petit exemple qui est utilisé par l'ADEME qui dit que pour fabriquer un ordinateur de 2 kg,
Il faut mobiliser en amont 600 kg de matières premières euh, nécessaires à cette fabrication. Donc, on a des objets numériques ici qui ont une forte intensité matière. Et comme on renouvelle au final ces équipements très fréquemment, et bien on multiplie cette phase de fabrication, ce qui explique une grande partie de l'impact. Je pense que c'est relativement clair. Voilà. Ici, je voulais juste montrer un peu l'ensemble du cycle de vie, puis rappeler que c'est surtout au niveau de la fabrication qu'il y a des impacts en particulier. Au-delà des impacts, au final, au-delà des constats qu'on peut faire actuellement, eh bien, c'est surtout les tendances, les projections qu'on fait du numérique qui sont inquiétantes ici, comme je l'ai mis à l'écran. On se rend compte que l'empreinte environnementale devrait vraisemblablement continuer d'augmenter relativement rapidement si rien n'est fait pour changer la tendance. Euh, Ici, il y a un organisme français qui s'appelle The Shift Project qui a fait beaucoup parler de lui autour de cette question. Ils estiment que l'empreinte du numérique a connu une croissance d'à peu près 6% par an lors des dernières années, depuis 2013 ici. Et dépendamment des scénarios d'adoption des objets numériques, ils estiment que ça va continuer de croître de peut-être 3 ou 4% par an dans les années à venir pour arriver à peu près à 7% par an en 2025. Même chose ici, c'est des petits pourcentages et ça peut paraître relativement peu inquiétant comme ça à première vue, mais aujourd'hui, le 7%, c'est quasi, par exemple, la part des automobiles dans nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, c'est vraiment significatif. Et puis, surtout, je dirais, ce qui est important, c'est de mettre en parallèle ces taux de croissance avec nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. On sait que dans le cadre des accords de Paris, il faut qu'on réduise nos émissions de l'ordre d'à peu près 7% par an, alors que là, juste pour le numérique, on a une croissance de 3 à 4% par an. Donc, on est ici dans un différentiel. On sait qu'on doit diminuer nos émissions, mais l'univers numérique continue de s'étendre avec des impacts environnementaux toujours plus importants. Donc, on ne va pas dans le bon sens ici dans les projections. Et au-delà de son impact environnemental, ici c'est flou aussi, je vous prie de m'excuser, le numérique au final se heurte à des risques pour son propre approvisionnement. Donc il y a tous ces impacts sur l'environnement qui sont très importants, mais il y a également une question matérielle en fait derrière la production de tout ça. Derrière ces appareils se cache au final une grande diversité de métaux, hein, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, entre 40 et 60 différents métaux selon l'appareil qui est étudié. Ce qui fait que le numérique est une ressource non renouvelable et limitée. Encore une fois, on a souvent cette vision un peu d'un numérique abondant, mais le fait est que ces appareils nécessitent l'utilisation de matières premières qui, elles, sont non renouvelables et limitées. Donc, ça l'expose à un certain nombre de risques au niveau de son approvisionnement. Ces risques, on pourrait les séparer, les résumer en deux types, on va dire. Donc, il y a une part, un certain nombre de risques qui sont liés à la disponibilité de ces métaux. Donc, à quel point est-ce qu'on est capable de continuer un rythme d'extraction, à quel point est-ce qu'on a des réserves, à quel point est-ce que l'offre peut combler la demande qui explose. Donc là-dessus, il y a des risques d'approvisionnement possibles, mais il y a également des risques d'approvisionnement possibles plutôt d'un ordre géopolitique. C'est ça que j'essaie de montrer à droite de l'écran, mais c'est un petit peu flou. En fait, le schéma à droite vous montre un certain monopole que certains pays ont sur des ressources qui vont devenir de plus en plus critiques. Donc, par exemple, pour fabriquer la carte électronique de nos téléphones intelligents, eh bien, on dépend fortement de la Chine aujourd'hui, qui dispose de plus de 80% des réserves de tungstène. Donc ça soulève un certain nombre de risques au niveau de l'approvisionnement par décision géopolitique. Si jamais il y a des problèmes ou si jamais il y a des décisions commerciales qui sont effectuées par certains acteurs, on a très peu de possibilités en fait, de les pallier, d'aller ailleurs. Et donc ça menace à court, moyen, long terme, en tout cas, l'approvisionnement du numérique. Et puis évidemment, c'est sûr que le numérique d'ici 2040, ça ne va pas être le seul secteur à vouloir l'ensemble de ces métaux. Excusez-moi, il va rentrer en compétition avec le secteur des énergies renouvelables, avec tous les plans au niveau national d'électrification des transports. Tout ça, c'est des métaux qu'on va vouloir aller chercher, des métaux qui sont critiques pour la transition énergétique notamment. Donc, il est urgent qu'on considère au final le numérique comme une ressource qui est limitée et que l'on doit économiser donc. C'est pour ça aujourd'hui qu'on se pose cette question, comment faire converger les deux. On estime, en tout cas chez Chemin de Transition, qu'il est essentiel de penser ces deux transitions ensemble. D'une part, parce que si on arrive à les faire converger, eh bien, le numérique peut être un outil précieux à mobiliser, hein, comme je l'ai mentionné. Il peut nous aider à réaliser beaucoup de changements en très peu de temps. Il a le potentiel, par exemple, dans la transition, de nous aider à nous adapter aux conséquences des changements climatiques. Je pense à toutes les technologies de modélisation. Il a le potentiel de nous aider à mieux utiliser nos ressources. On parle beaucoup de l'utilisation de l'eau en agriculture, par exemple,
ou même de nous aider à nous organiser pour mutualiser nos objets, hein, toutes les plateformes de partage qui aident beaucoup justement à lier justement les personnes qui ont des objets à mutualiser. Sauf que si on ne pense pas conjointement ces deux transitions, si on laisse le numérique s'étendre comme il le fait actuellement, eh bien, il pourrait venir, au final, gommer en quelque sorte les efforts de réduction qu'on a fait dans d'autres secteurs, voire aggraver l'empreinte environnementale générale d'ici 2040, si rien n'est fait pour inverser la tendance. Donc, on a un besoin de pilotage aujourd'hui au sein de ces deux transitions, parce que quand on pense, quand on réfléchit à la question de la convergence entre ces deux transitions, ben ça nous apporte un certain nombre de nouvelles questions. On peut se poser la question à quel point est-ce qu'on devrait s'appuyer sur les outils numériques pour réaliser notre transition écologique, hein, vu qu'on doit justement les économiser. On se rend compte que le numérique est une ressource qui est non renouvelable, donc limitée, mais en même temps critique pour notre avenir. Et on observe également que cette ressource, elle est aujourd'hui répartie de manière peu équitable au Québec comme ailleurs dans le monde, et que pour y remédier, la réponse souvent c'est par plus de numérique. On va essayer de connecter plus de personnes, donner plus de matériel. Sauf que là, j'ai essayé en tout cas de défendre l'idée qu'on ne va pas pouvoir faire ça indéfiniment, et que donc, si on veut que cette ressource limitée soit mieux répartie, eh bien, il est urgent qu'on se pose la question dès aujourd'hui: comment est-ce qu'on organise cette ressource de manière collective? Comment est-ce qu'on la gère? Comment est-ce qu'on gère cette allocation au final de manière plus équitable, plus démocratique? Euh, de se poser la question justement, c'est quoi les besoins numériques? Où est-ce que le numérique apporte une réelle plus-value pour qu'on puisse justement privilégier ces usages ou ces secteurs? Donc ça fait partie des questions centrales qu'on se pose au sein du défi numérique de chemin de transition, dont je vais parler brièvement ici pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Donc, chemin de transition, depuis 2020, on élabore, justement comme le titre l'indique, des chemins de transition sur chacun des trois défis que j'ai présentés. Puis ces chemins, ils se composent de trois principaux éléments. Donc, on a un point de départ qui est au final notre système actuel qui est en crise ou qui est insoutenable d'une certaine manière. Un point d'arrivée, donc une vision du futur que l'on trouve souhaitable pour 2040. Et pour faire le lien entre ce point de départ et ce point d'arrivée, on identifie un certain nombre d'étapes intermédiaires par lesquelles il faut passer pour passer du point de départ au point d'arrivée. Pour faire le portrait du point de départ, eh bien, on a fait une grande revue littérature, on a eu beaucoup d'entretiens avec des experts autant académiques que professionnels pour comprendre en fait justement les dynamiques actuelles. Et pour dessiner le point d'arrivée, eh bien, on a organisé une série d'ateliers l'été dernier, l'été 2020, autour de cette question. Et là, pour le coup, c'était beaucoup plus ouvert avec, on a eu la participation de plus de 150 personnes qui étaient issues de tout milieu, tout type de savoir. Donc, il y avait des personnes avec un savoir plus citoyen, d'autres professionnels, d'autres plus experts académiques sur la question. Et ces ateliers, en fait, nous ont permis d'élaborer une vision commune pour l'horizon 2040. Je vous ai mis ici un petit résumé de la vision, mais je vais pas passer trop de temps dessus parce que je vois que l'heure file, mais vous pouvez aller la voir sur notre site internet si jamais ça vous intéresse, ou on pourra revenir dessus pendant la discussion après, il n'y a pas de problème. Mais pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qui est ressorti de ces ateliers, eh ben, on a dessiné justement une vision qui dit qu'en 2040, le Québec est enfin parvenu à faire converger sa transition numérique et écologique en s'appuyant sur trois piliers, trois acquis. On appelle ça des acquis dans le sens où c'est des choses auxquelles nous sommes arrivés. Donc, on a tout un acquis sur la question de la sobriété numérique, un acquis sur le fait qu'on a la capacité de prioriser collectivement nos usages du numérique, et enfin un acquis sur un mode d'innovation qui rentre dans les limites planétaires. Donc voilà, on pourra revenir dessus si jamais ça vous intéresse. Je vais passer à la prochaine diapo pour le moment. Et donc voilà, depuis l'été dernier, on travaille sur l'élaboration de ces grandes étapes qui relient le point de départ à la vision de 2040. Pour le numérique, on en a identifié 35, et ces 35 étapes permettent justement de constituer en quelque sorte le squelette d'un chemin, ou en tout cas les grandes lignes d'un chemin, de lui, voilà, ça lui permet de lui donner une direction, ça permet de nous aider à anticiper l'incertitude, et ça permet surtout de faire ressortir le rôle de chaque acteur dans l'atteinte de ces 35 étapes. Parce que ces chemins, eh bien, d'une certaine manière, ils supposent que chaque acteur fasse sa part, donc autant les gouvernements que l'industrie, que les utilisateurs, mais ça suppose également que leurs actions soient concertées. Toutes ces étapes sont reliées entre elles. Et comme on ne peut pas prédire l'avenir et qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on n'a pas nécessairement un contrôle ici au Québec, hein, notamment sur
la question du numérique, c'est beaucoup le cas avec la fabrication des équipements qui se fait beaucoup en dehors de nos frontières. Eh bien, dans nos chemins, on fait ressortir aussi un certain nombre de qu'on appelle des bifurcations possibles. Donc, on se pose la question, comment est-ce que ce chemin évoluerait si, par exemple, les géants du numérique ne jouent pas le jeu de la transition? Qu'est-ce qu'on peut quand même faire pour atteindre la vision à notre échelle? Ou à l'inverse, qu'est-ce qui se passe si on a une raréfaction des métaux, un problème d'approvisionnement? À quel point est-ce que le chemin qu'on a dessiné est résilient? À quel point est-ce qu'il peut absorber les chocs? Voici en fait les boches de chemin qu'on est en train de fabriquer justement. Je vais vous faire sortir ici, et je vous donne un petit aperçu, mais nos chemins définitifs sortiront au printemps 2022, mais c'est peut-être pour que vous puissiez comprendre par une illustration. Donc, je vous ai fait ressortir ici quelques grandes étapes qui concernent plus particulièrement les utilisateurs et les utilisatrices du numérique. Et quand on parle d'utilisateurs ou d'utilisatrices, c'est autant les individus à la maison que les organisations, hein, donc les utilisateurs au sens large. Une première étape ici qui est critique et qui ne choquera personne, j'imagine, c'est la question de la sensibilisation. C'est même notre jalon numéro 1. Donc, il dit une majorité d'utilisateurs et d'utilisatrices comprend les enjeux environnementaux liés au numérique, le considère comme une ressource et est prête à revoir ses choix vers plus de sobriété. C'est un peu j'utilise notre langage, excusez-moi. C'est notre première étape intermédiaire un peu évidente, mais elle est critique forcément pour l'atteinte d'autres étapes par la suite. Donc, notamment l'étape numéro 9 qui dit que les utilisateurs et les utilisatrices ont des usages plus sobres, mais également qui mutualisent les équipements numériques pour lesquels c'est possible. Bien sûr, ce n'est pas possible pour tous. Et enfin, qu'ils prolongent autant que possible la vie de leurs appareils et qu'ils privilégient l'achat usagé. Mais évidemment, les utilisateurs et les utilisatrices dépendent d'un certain nombre d'actions des acteurs autour, hein. C'est pas aujourd'hui, si on ne mutualise pas ou si on ne prolonge pas autant la vie de nos appareils que l'on pourrait, ce n'est pas nécessairement juste notre faute. Il y a un certain nombre d'acteurs et de dynamiques autour de nous qui font que c'est le cas. Donc, on les met en lien justement avec un certain nombre d'autres étapes, d'autres chantiers, notamment le fait que, eh bien, il y ait des appareils plus durables qui soient disponibles à un prix relativement accessible pour les utilisateurs et les utilisatrices, mais qui également, il y a tout un chantier sur des réglementations qui luttent de manière effective contre les phénomènes d'obsolescence et qu'on ait au Québec ici une industrie et une main-d'œuvre qui soient capables de réparer, de reconditionner l'ensemble de nos appareils de manière accessible. Donc voilà, il y a bien sûr d'autres étapes qui font appel aux utilisateurs, aux utilisatrices, mais je voulais juste vous donner un petit aperçu pour ne pas rentrer trop dans la technicité de nos chemins. Et de toute façon, vous aurez l'occasion de les découvrir prochainement. On espère sortir justement tout ce livrable avec le chemin au niveau du printemps prochain. Et ensuite, on aura un certain nombre d'événements dans lesquels vous pourrez participer si ça vous intéresse pour qu'on puisse explorer ça ensemble. Mais ça fait le tour pour ma première, on va dire, pour cette mise en bouche pour le sujet. Je pense qu'on peut ouvrir la discussion là-dessus et je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin. Je regarde dans le chat Zoom, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si sur Facebook il y en a. Hugo Soucy nous dit merci. Merci Hugo d'être là. Merci à tout le monde d'avoir été là. On voit bien que le numérique peut nous aider comme nous nuire dans cette transition écologique. Puis moi, c'est ce qui me frappe le plus. On a une question ici qui nous vient de Bianca qui nous dit je vois souvent des données qui proviennent de Green IT et du Shift Project. Est-ce qu'il y a des études faites par des organismes ou Université du Québec ou par nos gouvernements? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, il y a une espèce d'influx autour de cette question qui nous provient d'Europe, de l'Ouest. La France est assez active, la Green IT, le Shift Project, même s'ils ont des noms anglophones comme de bons français, ça reste des organisations françaises. Il y a aussi beaucoup de travail qui est fait au niveau de l'Allemagne. Au Québec, quand on a commencé le chantier en 2019, on n'était pas beaucoup à s'intéresser à la question. Aujourd'hui, il y a une étude qui a été commanditée par le ministère de l'Environnement au CIREG, donc qui est l'institut de recherche qui fait des analyses de cycle de vie, associé à l'UQAM et à Polytechnique. Donc, je sais que le CIREG travaille là-dessus actuellement, donc toute la quantification de l'impact du numérique au Québec en partant de l'utilisation de l'administration publique. Mais ça reste un contrat qu'ils ont entre eux. Je ne pense pas que les résultats soient terminés. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de consultation sur le résultat. Donc, c'est à peu près la première et grande étude
qui est faite conjointement entre un ministère et des organismes de recherche au Québec, à ma connaissance. Il y a eu quelques autres efforts. Donc, nous, on a fait quelques ateliers. Il y a également un organisme bénévole qui s'appelle les Shifters Montréal, qui ont commencé à essayer de donner des ordres de grandeur justement sur ce que ça pourrait représenter au Québec. Donc, ça commence, mais c'est relativement embryonnaire actuellement. Et comme pour beaucoup de projets, on manque de chiffres québécois pour contextualiser davantage nos projets et nos avancées, c'est sûr. Ça mériterait d'en avoir Merci plus. beaucoup, Martin. C'était une question d'Hugo, finalement, je me suis trompée, c'était pas de Bianca. On a aussi Louis Bastarache qui demande, ben, il nous dit merci et il demande, est-ce que les 35 étapes sont publiques? Elles le seront très bientôt. Donc c'est ça, en fait, on travaille sur ce chemin que j'ai expliqué, mais on travaille également sur la documentation de chacune des étapes. Donc pour chacune des étapes, on essaie de faire ressortir pourquoi est-ce qu'on pense que c'est une étape importante, quels sont les freins qui pourraient être éventuellement identifiés, quelles sont les initiatives qui travaillent déjà là-dessus, parce que par exemple, on a une étape sur la littératie numérique. Donc, il y a déjà beaucoup de travail qui est fait là-dessus. On peut faire ressortir le travail d'alphanumérique. Donc, on essaie de contextualiser chacune de ces étapes avec une fiche justement un petit peu plus profonde. Comme ça, les acteurs qui se sentent concernés vont pouvoir avoir quelque chose avec lequel ils peuvent commencer déjà à travailler. Donc ça, on vise le printemps prochain pour la publication du chemin et des étapes de manière plus officielle. Mais en attendant, sur notre site Internet, il y a une grande partie de la méthode en fait, qui a déjà été documentée. Donc, vous pouvez déjà voir un peu les sujets qui nous intéressent, mais c'est ça. La formulation officielle viendra au printemps prochain. Super, merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour toi, Martin. Oui, bien sûr. Euh, Ah, attendez, je vais laisser passer le public avant, là, ça rentre finalement. Il y a une question de Sophie, Sophie qui demande, puisque notre empreinte dépend beaucoup du matériel informatique et de l'obsolescence programmée, hein, qu'on connaît tous, quel type de pression pouvons-nous faire sur les compagnies pour cet enjeu spécifiquement? Alors nous, en tant qu'utilisateurs citoyens, on va dire, eh bien, c'est une bonne question. C'est sûr que c'est la clé un petit peu là. Bah, tous les actes qui vont viser au prolongement de la durée de vie de nos appareils restent la chose sur laquelle on a le plus de levier. Le fait d'entretenir son matériel, de le garder le plus longtemps possible. Et si on a besoin de s'en départir, de voir si on a la possibilité de prolonger sa durée de vie. Donc, est-ce que c'est un équipement qui ne me convient plus, mais qui pourrait convenir à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a des matières qu'on peut récupérer en dernière étape du cycle de vie? Est-ce qu'il y a des matières qu'on pourrait récupérer de cet équipement pour peut-être le reconditionner, en faire un autre usage? Donc, toute cette logique de prolongement de la durée d'usage et de durée de vie sont très importants. Maintenant, généralement, on se considère comme citoyen, mais on fait partie de regroupements plus larges, donc que ce soit à l'échelle d'une entreprise, d'une organisation. Là-dessus, on a peut-être des leviers d'influence par exemple, je pense à l'achat de flottes informatiques au sein des organisations. On peut essayer de répercuter ce genre d'action-là. Est-ce qu'on a réellement besoin de renouveler toute notre flotte informatique tous les 2 ans parce que la garantie s'arrête là? Ou est-ce qu'on peut justement en prolonger certains? Est-ce qu'on peut les réparer? Est-ce qu'on peut être en relation avec d'autres acteurs justement qui peuvent venir nous aider? Et si on a besoin de s'équiper de nouveaux matériels, il y a tout un travail qui est fait également par des organismes comme le Green Electronics Council en Amérique du Nord pour développer des certifications avec des équipements qui sont plus durables. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un impact quand on crée un appareil, mais des appareils qui vont être plus robustes ou plus facilement réparables. Donc, il y a toute une logique de certification, de labellisation qui est en train de se développer. Donc, aller voir là-dedans, par exemple, de se dire, ben, dans mon organisme, on est obligé d'acheter un ordinateur aujourd'hui. Ben, est-ce qu'il y a des ordinateurs qui bénéficient justement d'une labellisation, d'une certification qui me permet de savoir que c'est un investissement que je vais pouvoir faire pendant plusieurs années? Donc ça, on va dire que c'est les premiers leviers sur lesquels on a le plus de pouvoir. Mais maintenant, c'est sûr que tout ce qui est mobilisation citoyenne, participation à des consultations pour que ça se répercute au niveau politique ou au niveau de l'industrie, ben, c'est toujours bien et c'est toujours encouragé. C'est sûr qu'on a toujours un peu plus de distance, donc c'est difficile de mesurer son impact là-dessus. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir dépendamment de sa situation. Puis, ben, moi, j'ai une question par rapport à celle-là. Je vais faire du pouce. Oui. Par rapport
à l'extraction, en fait, à l'étape d'extraction. Comment, nous, comme individus, on peut s'assurer que le processus soit éthique? Comment on fait pour se rendre jusque-là? Oui, alors ça, c'est une des grandes difficultés. C'est un peu l'une des grandes zones d'ombre au niveau de la chaîne de valeur du numérique parce que c'est une chaîne de valeur qui est mondialisée. Il y a certains constructeurs qui font beaucoup d'efforts au niveau de la transparence de là où ils s'approvisionnent. Je pense au téléphone cellulaire néerlandais Fairphone, qui est malheureusement pas disponible au Canada. Mais eux, justement, c'est un téléphone cellulaire relativement récent où leur modèle d'affaires, c'est vraiment d'être le plus transparent possible sur toute leur chaîne de valeur, de dire notre tungstène, on s'approvisionne là, notre cobalt, on s'approvisionne là. Et puis, ils essayent ils essayent de supporter des certifications, même chose, qui soient soit plus durables, soit plus du côté du fair trade. Il y a toute une certification au niveau des minerais qui sont issus d'une zone où il n'y a pas de conflit, parce que ça, c'est une autre façade. Hein. Tous les minerais d'exploitation se font dans des conditions humaines qui sont absolument horribles. Donc, par exemple, je pense au cobalt qui vient beaucoup de République démocratique du Congo, qui sont issus de beaucoup de zones où il y a des conflits. Donc, il y a certains constructeurs qui essayent justement de s'approvisionner d'autre part, mais je dois dire que même dans le cas de Fairphone, c'est quelque chose qui est intéressant de voir leur retour. Jusqu'à présent, je pense qu'ils sont capables de certifier à peu près 60 à 70 de leur approvisionnement, mais il reste quand même un petit pourcentage, un 20-30 sur lesquels ils sont obligés de s'appuyer sur les mêmes fournisseurs que l'ensemble des autres fabricants numériques parce qu'il y a un monopole qui s'est créé. Et ce que je faisais ressortir un peu dans la présentation, il y a juste quelques acteurs parfois. Donc, on n'a pas le choix, si on veut faire un téléphone aujourd'hui, de passer par ces quelques acteurs-là. Mais bon, on espère que ça change et que au plus il y aura de personnes qui appuieront ce mouvement, au plus on pourra exiger davantage de transparence. Il y a des projets qui se font un petit peu partout. Là, en Europe, on parle de plus en plus d'adopter un passeport numérique. Donc, sur un téléphone ou sur un objet numérique qu'on va recevoir dans nos mains, ben, on aura un petit fichier sur lequel seront documentés en fait l'ensemble du cycle de vie. Donc, dans quelles conditions ça a été extrait, où est-ce qu'il est passé, est-ce qu'il y a des pièces disponibles, si oui, lesquelles, comment est-ce qu'on peut le réutiliser dans une optique d'économie circulaire. Ça, c'est un projet qui est en train d'être débattu au Parlement, à la Commission européenne, je pense. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui commencent et je pense qu'à notre échelle, il faut qu'on s'y intéresse, il faut qu'on supporte ce genre, en tout cas qu'on donne notre soutien à ce genre d'initiative parce que c'est par là que ça va passer. C'est des gros acteurs, forcément. Donc, même à l'échelle québécoise, c'est difficile avec notre marché d'imposer un certain nombre de choses. Donc, c'est toujours des questions de se mettre ensemble et d'essayer d'avoir un poids plus important avec le plus d'acteurs possible engagés. Oui, ben complètement. Puis, tu sais, présentement, ce qui est à la mode, c'est de se dire carboneutre, hein. On voit souvent les grosses compagnies qui disent on est carboneutre, mais Mhm. nous, comme utilisatrices, c'est un peu difficile d'aller voir comment sont carboneutres. Fait que même dans cet effort-là, on ressent un peu un manque de transparence puis de l'opacité. Donc, on dirait qu'il faut tout le temps en demander plus, en fait. Absolument. Et puis le numérique, le premier, on se concentre beaucoup sur la question du carbone parce que c'est l'une des plus faciles à documenter, à quantifier. Mais j'ai essayé de présenter quelques indicateurs. Par exemple, on pourrait avoir une entreprise qui soit carboneutre dans le sens où elle compense ses émissions ailleurs, mais ça reste qu'elle a un impact sur la dégradation des ressources abiotiques, sur les Mhm. utilisations de l'eau. Dans certaines régions, c'est encore plus un problème que les émissions de gaz à effet de serre. Sur la pollution, que ce soit la toxicité pour les personnes qui sont là-bas ou pour les cours d'eau, les sols. Il y a un certain nombre d'indicateurs et c'est parfois la question du carbone. Je pense qu'elle est utile pour les gens pour se faire des ordres de grandeur, mais parfois elle prend un peu le dessus sur le reste des indicateurs qui au final témoignent quand même du déséquilibre environnemental qu'on connaît et sur lesquels il ne faut vraiment pas euh, éloigner son regard, je pense. Merci. Merci, Martin. Puis, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais aller voir dans le chat. Ça semble assez tranquille. Euh, ben merci, merci énormément. Oh, attends une seconde, il y a Hugo. Il y a Hugo qui nous revient. Oui. Pour, Hugo nous demande, pour préserver nos appareils le plus longtemps possible, il faudrait que les mises à jour logicielles ne soient pas trop gourmandes au fil du temps. Qu'est-ce que vous pensez du logiciel libre pour contrer ça? C'est une bonne question. Ouais, l'une des mesures qu'on fait ressortir justement dans nos étapes intermédiaires, c'est
pour arriver au prolongement de nos appareils. C'est justement une mesure qui est beaucoup débattue encore en Europe, on ne l'a pas inventée, mais c'est le fait de pouvoir dissocier, ou en tout cas de rendre obligatoire la séparation entre des mises à jour qui soient des mises à jour de sécurité par les éditeurs de logiciels et des mises à jour qui soient évolutives. Parce que souvent, on met les deux ensemble, donc on nous donne on a une notification qui dit ben, faut mettre le téléphone à jour ou il faut mettre l'ordinateur à jour parce que là, il y a des enjeux de sécurité. Puis en faisant ça, effectivement, ça ajoute un certain nombre de fonctionnalités qui font ralentir notre appareil, qui créent une forme d'obsolescence. Donc, on fait ressortir justement les discussions autour de la séparation des mises à jour. Mais pour répondre plus précisément à la question des logiciels libres, nous, ben, c'est sûr, on n'est pas des experts en logiciels libres, mais c'est quelque chose qu'on fait ressortir également. Ça nous paraît être une bonne voie justement pour progresser là-dedans, en fait, pour aider le prolongement des équipements, notamment pour tout ce qui traite à, il y a un certain nombre d'organismes et l'administration publique fonctionne beaucoup comme ça également. Lorsque le soutien technique n'est plus proposé ou en tout cas n'est plus disponible par les propriétaires de logiciels, eh bien, on se retrouve dans l'obligation de changer son Mhm. matériel. Donc là, justement, ouvrir les codes des logiciels, ça permettrait de donner une seconde ou en tout cas une troisième vie à ce matériel-là. Donc c'est une voie qui nous paraît très intéressante justement pour continuer de faire vivre ces appareils et pour lesquels on peut avoir le soutien de la communauté et on ne dépend plus nécessairement des propriétaires du logiciel initialement. Merci beaucoup, Martin. Merci, Hugo. Euh, Moi, ça me fait penser, présentement, il y a des investissements massifs qui se font dans le domaine du metaverse, cette version hypothétique d'Internet en réalité virtuelle. Y a-t-il lieu, en fait, de s'inquiéter des émissions carbone puis de tout ce que ça va impliquer d'aller dans ce sens-là? Et si oui, en quoi? En quoi faudrait s'inquiéter pour l'environnement par rapport à ça? Oui, ben c'est une large question, c'est sûr. Et puis, je me prétends vraiment pas être un expert du metaverse qui vient d'arriver dans mon champ de vision assez récemment. Je Les réflexions que je pourrais partager actuellement, forcément, donc tout ce qui vient, beh, vous l'avez vu. La vision qu'on a, nous, c'est d'aller vers davantage de sobriété numérique, réduire, repenser le numérique là où il apporte une réelle plus-value. Heu, donc ça semble être, un petit peu contre-tendanciel pour ce qu'on aimerait, développer. Maintenant, moi, là où je vois un enjeu, c'est pas autant du côté de, par exemple, de l'augmentation des données qui vont être réalisées à cause de ça. C'est plus que on voit aujourd'hui toute l'économie de l'attention, tout ce qui est la monétisation de nos données et du temps passé sur le numérique est fait dans une logique de nous vendre davantage d'objets, donc de soutenir la surconsommation et la surproduction. Et pour moi, c'est là où il y a vraiment un enjeu, dans le sens où on sait qu'on doit sortir de ce mode d'accumulation sans cesse pour les impératifs de la transition socio-écologique. Et donc j'ai l'impression que rentrer dans un monde, enfin rentrer dans un monde, se connecter dans un monde où on a un certain nombre, on augmente au final les interactions entre nous, on augmente les interactions commerciales, et puis tout ça est enregistré pour mieux connaître nos profils, pour ensuite pouvoir nous vendre davantage de choses. Moi, je vois une contradiction assez importante là-dessus avec les impératifs de la transition socio-écologique. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas ce qu'il y aura dedans, donc c'est très difficile pour moi de répondre, mais ça ne s'aligne pas avec notre vision d'une sobriété numérique qui est nécessaire. Très intéressant. Merci, Martin. Avec plaisir. Je vais attendre de voir s'il y a d'autres questions Oui, oui, pas de problème. qui émergent. Laisser le temps un peu aux gens d'y penser aussi. Et Hugo, si tu as d'autres questions, vas-y. Euh, on a une question, ça nous vient du soutien technique de Bianca qui dit ah, Sophie. La question est de Sophie. Comment avez-vous reçu l'annonce du nouveau self-repair service de Apple? Oui, ah bah, j'ai appris ça hier, je sais pas, je pense que c'est une annonce récente. C'est une bonne question. Évidemment, c'est un pas dans la bonne direction. Tout ce qui nous permet de réparer davantage nos équipements, je pense qu'on ne peut que le féliciter. J'ai un côté relativement sceptique en moi, qui n'est peut-être pas, justifié, mais quand on voit justement ces géants numériques qui bâtissent tout leur modèle d'affaires sur une certaine obsolescence, je me dis que, au niveau de l'administration américaine, ils doivent anticiper un certain nombre de régulations qui vont venir, sur ces choses-là. On parle beaucoup de démantèlement des géants numériques, on parle beaucoup d'un certain contrôle qui va potentiellement se faire de plus en plus. Donc j'ai l'impression que Apple essaye de se positionner un petit peu en avance
et de faire cette transition sous leurs propres termes, potentiellement pour qu'on les laisse un peu tranquilles par la suite. Parce que c'est souvent, on parle souvent d'Apple dans ces cas-là d'obsolescence technique, parce que ça a été les premiers à utiliser des prises différentes, à utiliser des accessoires différents pour vraiment garder la main sur le marché au complet. Donc, j'ai l'impression qu'ils veulent plus, ils veulent plus être le mauvais élève. Et ils essayent de se positionner en avance des régulations. Donc, à l'heure actuelle, je trouve que c'est un pas en avant. Je demande à voir comment est-ce que ça va se matérialiser, à quel point est-ce que les pièces seront réellement disponibles, à quel point est-ce que ce sera l'ensemble des pièces qui sont disponibles, à quel coût. Il y a un certain nombre de questions qu'il faudra éclairer pour voir si ça va à 100% dans le bon sens, mais en premier abord, j'appuie en tout cas ce geste. Ça m'a beaucoup surpris. Je ne pensais pas qu'on le verrait si tôt. Je pense que de toute manière, ça amène la conversation sur les devants de la scène et ça, c'est une bonne chose en soi, je pense. Sophie nous ajoute: Mon rêve, c'est de transformer mon iPhone 4 en iPhone 13 grâce au morceau. Je croise les doigts. Je croise les doigts pour Sophie également. Moi aussi. Donc, on va attendre voir s'il y a d'autres questions. Je viens juste de comprendre où sont les questions à travers le Facebook Live. Donc là, je sais de qui ça vient. Donc, si vous avez d'autres questions, allez-y. Sinon, ah voilà, Louis Bastarache nous demande: Je remarque que sur votre site web, vous proposez des défis. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr. Donc les défis, c'est la manière dont enfin, c'est le nom qu'on a donné à nos 3 grands chantiers, au final, nos 3 grandes équipes. Comme s'attaquer à la transition au Québec sur une échelle de 20 ans, c'est relativement large. On s'est dit qu'on allait justement partir sur des points d'ancrage un petit peu plus particuliers qui ont des enjeux différents, mais des enjeux qui sont relativement transdisciplinaires à chaque fois, qui peuvent mobiliser tout type de savoir parce que c'était l'intérêt de la démarche. Donc, on a le défi numérique sur lequel on travaille. Je vous ai donné une petite esquisse aujourd'hui, mais on a également un défi. Donc, encore une fois, pensez juste une autre équipe, hein, un autre chantier. On travaille sur le défi de la transition alimentaire. Et on a enfin une dernière équipe sur le défi de la transition du territoire. Comment est-ce qu'on peut habiter de manière plus sobre nos territoires à l'échelle de 2040. Donc, à chaque fois, le processus que je vous ai présenté, donc la partie collecte d'informations, les ateliers avec tout type d'expertise, avec des savoirs citoyens, professionnels, experts. On a des ateliers citoyens directement, le travail sur les chemins. À chaque fois, c'est quelque chose qu'on répète. En fait, c'est une méthodologie qu'on suit au sein de chacun de ces défis. Et ça nous permet d'avancer nos travaux justement sur la transition au sens plus large. Louis se demande: Est-ce que ces défis-là, ce sont des défis de participation citoyenne? Ça inclut la participation citoyenne, bien sûr. Donc c'est l'un de nos objectifs ici. Je l'ai présenté tout au début, peut-être que vous n'étiez pas là, mais on se base justement sur la multiplicité des savoirs. Donc c'est une initiative qui est coportée par Université de Montréal et Espace pour la vie. Et ce partenariat nous permet justement de sortir un petit peu de l'université, d'intégrer beaucoup plus de savoirs différents sans hiérarchisation. Donc on a des parties où on a des consultations de personnes qui sont dans l'industrie ou des experts ou des personnes du gouvernement parce que forcément, ils ont accès à des informations qu'on va demander. Mais on a tout un nombre d'autres types de participation où là, ça va être plus des discussions sur des aspects normatifs. Qu'est-ce qui est souhaitable? Qu'est-ce qui est redoutable? Où est-ce qu'on veut s'en aller? Si on part dans cette direction, qu'est-ce qu'on en retire? Est-ce que ça nous fait réfléchir à d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Tout ça, au final, on a les informations qui ne nécessitent pas une expertise précise sur ce sujet, on intègre autant de participation plus large que possible. Et donc ça, on a notamment des ateliers citoyens qui reviennent pour chaque défi avec notre partenariat pour Espace pour la vie, où là, on a 4-5 ateliers justement, où on pose des questions, on présente certaines des étapes, on leur demande, bon voilà, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ces étapes? Est-ce que c'est un type de changement que vous voyez faire? Et sinon, pourquoi? Donc, on a un certain nombre de participations, on dit plus citoyennes, mais souvent les citoyens ont un grand nombre d'expertises, juste pas nécessairement pour ce sujet-là. Mais donc, on a un certain nombre d'événements qui incluent une participation plus large, on va dire, y compris citoyenne, au sens large. Puis j'imagine que vous relayez l'information via des infolettres. Oui, exactement. Oui, merci Véro. On a notre site internet, donc chemin de transition, chemin au pluriel, de transition.org. Et puis tout en bas, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre et puis on essaie de communiquer.
on ne vous harcèle pas, mais on a une communication à peu près 4-5 fois par année, justement, où on vous tient au courant de l'avancée des différents défis. On met de l'avant s'il y a des événements pour lesquels vous pouvez participer si vous en avez envie. Donc, c'est une bonne façon, effectivement, de rester au courant. Et puis, on a une certaine présence sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou Twitter. Vous pouvez nous suivre également par ça. On essaie de partager un certain nombre de choses par rapport à nos activités, mais également les activités des personnes autour de, enfin, sur le chantier plus large de la transition au Québec, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, on n'est bien sûr pas les seuls, donc on essaye de relayer autant que possible. Merci. Il y a Bianca qui a partagé justement le lien là, pour tout le monde sur votre site Merci, Bianca. Internet. Il y a Hugo qui nous pose pas de question, mais plutôt un commentaire. Il dit par exemple, le Fairphone a de bonnes intentions, mais il se bute à la froide réalité de la croissance. La réparabilité n'est pas compatible avec notre système économique actuel, puisqu'il faut extraire et produire pour être rentable. Hugo nous dit, si vous voulez un module de caméra pour réparer votre Fairphone 3, c'est plus disponible parce que le Fairphone 4 sort bientôt. C'est un bon commentaire. Effectivement, il y a beaucoup de limites à ce modèle-là, et c'est sûr que il y a tout l'enjeu du modèle économique qu'on identifie bien sûr également dans les étapes. Là, je ne l'ai pas montré dans les 3-4 étapes que je vous ai présentées, mais il faut qu'on sorte de ce modèle économique, c'est sûr. On peut pas continuer à rester, même on peut faire tous les efforts qu'on veut au niveau du prolongement. Si on continue de viser une accumulation croissante de tous ces appareils, on va dans le mauvais sens, comme j'ai essayé de le présenter. Donc oui, c'est sûr qu'il y a le modèle économique derrière qu'il faut changer, c'est certain, et je suis vraiment d'accord avec vous, Hugo. Pour Fairphone, encore une fois, je suis pas. C'est difficile d'avoir beaucoup d'informations parce qu'ils ne sont pas disponibles ici. Il y a l'évolution des modèles, c'est sûr. Quelque chose que j'avais trouvé intéressant dans leur modèle d'affaires, c'est qu'ils, visiblement, la raison pour laquelle ils ne sont pas en Amérique du Nord, c'est parce qu'ils ne veulent pas, pour des questions d'une croissance de leur organisation, qui les dépasserait peut-être et qui sortirait du scope qu'ils avaient prévu initialement. Donc ça, ce genre de réflexion, de se dire comment est-ce qu'on peut garder une communauté à laquelle on peut répondre sans avoir des branches partout dans le monde, je trouvais ça intéressant, mais il se heurte certainement à des limites que vous soulevez. Et le cas de la caméra pour le Fairphone 3 à 4, je ne le connais pas, donc je vous fais confiance dans le sens où j'avais vu la même chose pour l'arrêt du Fairphone 2, là où il y avait l'arrêt de la consultation technique en fait après-vente qui avait fait beaucoup jaser à l'époque. Il se heurte également aux limites d'un modèle qu'il propose, c'est certain. Merci Martin. Donc Hugo nous répond, donc oui, on peut douter de l'initiative de Apple avec un petit clin d'œil. C'est ce qu'on se dit tous. Il y a Martin Marié qui nous demande d'un point de vue bien pragmatique. Considérant les lois actuelles, combien de temps je devrais conserver mes appareils électroniques minimalement ou idéalement? Ça va dépendre des appareils. La moyenne, en général, on conserve un téléphone cellulaire en moyenne 2 ans, alors que c'est des équipements qui pourraient facilement aller à 5-7 ans. Mais ça dépend beaucoup des appareils, ça dépend beaucoup de notre usage aussi tous les jours. Il y a toute une liste, même au sein des téléphones cellulaires, il y en a qui sont beaucoup plus réparables, beaucoup plus robustes que d'autres. Donc, c'est difficile de répondre comme ça de manière générale. La réponse facile, c'est aussi longtemps que vous pouvez. Mais bien sûr, idéalement, je pense que si cette réflexion a lieu avant l'achat, ça va vous permettre d'optimiser le temps que vous allez pouvoir le garder en choisissant des modèles qui sont plus réparables, plus modulaires, plus robustes, idéalement issus du marché secondaire, hein, de l'usager. C'est ça, malheureusement, j'imagine qu'il y a un certain nombre de limites techniques à ce qu'on peut faire, mais c'est une réflexion qu'il faut garder. Pour vous donner une idée en termes d'impact, pour un téléphone cellulaire qu'on garde 2 ans, on considère qu'à peu près 80% de l'impact est réalisé lors de la phase de fabrication. Donc l'usage qu'on en fait au final est assez minime. Mais si on double cet usage, si on garde ce téléphone 4 ans, je pense qu'on réduit les impacts généraux de moitié ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est EcoEast Club, qui est une initiative de Montréal qui montrait un certain nombre de chiffres comme ça qui sont intéressants. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir ce qu'ils font. Ils ont développé une application sur les questions de sobriété numérique. Et donc, bref, le plus longtemps possible. Si possible, réfléchissez à ça avant l'acquisition. Sachez que plus vous le prolongez, au plus vous diminuez forcément l'impact relatif à votre appareil. Donc, c'est toujours une bonne chose de le faire. Donc Hugo nous partage un palmarès en fait de réparabilité des téléphones cellulaires.
qu'il a trouvé sur Internet. Donc, Je ne sais pas si c'est merci celui-là, mais il beaucoup, y a le Hugo. site iFixit qui fait généralement Oui, des classements. Ok, c'est ce site-là. C'est un très bon oui, site oui, oui. justement d'auto-réparation et puis ils font chaque année un classement des téléphones les plus réparables selon leurs critères. Effectivement, ça vaut le coup d'aller voir là-bas avant l'acquisition et encore une fois, avant l'acquisition si elle est nécessaire. Il y a beaucoup de choses. On avait déjà énormément d'équipements numériques sur nos territoires, donc je vous encourage à aller voir du côté de l'usager en premier lieu, mais si c'est nécessaire, effectivement, il y a ce genre de classements qui existent et qui sont très utiles. Mais comme quoi, la sobriété numérique sert pas juste à réduire le flot de données, hein, mais aussi à peut-être allonger la vie de nos appareils en les utilisant beaucoup moins. Oui, en les Que utilisant merci moins beaucoup, et en Hugo. en favorisant les endroits où ils sont réellement utiles, on voit vraiment on intègre du numérique partout dans tous les secteurs et on a l'impression que quand on intègre du numérique, ça nous amène plein de résultats formidables et il y a certains cas très précis où c'est le cas effectivement, où ça nous permet de réduire nos émissions, où ça nous permet d'être beaucoup plus efficace dans la manière dont on gère nos ressources, mais c'est pas systématique. Donc c'est vraiment ça le message que j'essaie de diffuser aujourd'hui, c'est vraiment de penser, au final, quels sont nos besoins et est-ce que l'introduction d'un procédé numérique dans ce cas précis, dans ces périmètres-là, nous permettrait d'avoir des bénéfices sociétaux, que ce soit environnementaux, sociaux? Est-ce qu'on a une réelle plus-value à intégrer un procédé numérique à cet endroit-ci? Intégrer cette réflexion, c'est déjà une réflexion de sobriété numérique, de mettre en parallèle au final les outils numériques qu'on utilise avec nos besoins réels. Je pense que c'est vraiment par ça qu'il faut passer. Merci beaucoup, Martin. Merci à tout le monde. On doit clore la session. On l'a bien rempli. Merci beaucoup de votre participation et tes réponses incroyables, Martin. Euh, Comme Bianca vous écrit, ne manquez pas notre prochaine collation numérique le 9 décembre, juste avant les fêtes. Donc, on va parler de patrimoine autochtone et technologie avec la fondation Tekimamu. Donc, soyez-y, ça va être très, très intéressant. C'est un projet de réalité. Tekimamu va nous parler de leur projet de réalité virtuelle dans lequel ils enregistrent des aînés autochtones pour préserver leur langue, leur culture. Bref, c'est un rendez-vous, soyez-y. Sinon, jusqu'en mars 2022, à Alpha Numérique, on vous offre toujours plusieurs ateliers sur les algorithmes, le Web 2.0 et évidemment sur l'éco-responsabilité numérique. On en parle aussi. Donc, merci Martin, ça va, ça va égayer nos ateliers. Donc, on offre aussi des ateliers d'accompagnement pour les gens qui souhaitent eux aussi offrir de la formation ou des ateliers sur le numérique. Donc, allez visiter notre site web Alpha Numérique pour voir plus de détails et aussi le site web de Chemin de Transition. Inscrivez-vous à leur infolettre. Merci encore, Martin. Merci à tout le monde d'avoir été Merci là. beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée, au plaisir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir tout le monde.